Salut à tous, bienvenue dans ce 33e live où j'ai la chance d'accueillir Mathieu Gabella qui vient échanger avec vous à l'occasion de l'apparition de son histoire dessinée par Thierry Martin dans l'anthologie Batman The World parue chez Urban Comics la semaine dernière. Bienvenue Mathieu. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. On va parler de cette histoire, de ton histoire et de Batman ensemble pendant 1 heure. Alors je vous rappelle que vous pouvez lui poser toutes vos questions car c'est un live interactif. Vous les posez dans les commentaires et ils s'afficheront à l'écran et Mathieu pourra vous répondre. Je vous invite à poser vos questions sur Batman, bien entendu, mais aussi sur son travail en général, si vous voulez en savoir plus sur la licorne, Idole, Trois Souhaits ou encore son Conan. Mais revenons d'abord au Chevalier Noir. Je vais vous en dire quelques mots pour introduire la discussion. Cette histoire, c'est l'une des 14 nouvelles qui composent le recueil Batman The World. Je vais mettre la couverture à l'écran. Et qui est composé d'un casting international. Il y a des auteurs américains, italiens, coréens, chinois, japonais, turcs et bien sûr français, comme Mathieu et Thierry Martin, qui avaient chaque fois consigne de proposer un Batman dans leur pays d'origine. Et cette histoire se passe donc en France, se passe à Paris et même au musée du Louvre pour être plus précis. Donc Mathieu, une première question, pourquoi Batman au Louvre? Parce que Batman en France, d'abord à la base, le cahier des charges c'était ça. C'était il faut que Batman soit en France. Pour la petite histoire, avant Thierry Martin, on en discutait avec un autre dessinateur qui lui m'a dit je veux Catwoman. Ok. Et du coup, je me suis retrouvé avec Batman en France avec Catwoman. Et en fait, de manière assez naturelle, Batman en France, assez vite, tu penses à Paris, parce qu'environnement urbain, parce que environnement un peu gothique aussi, et tu penses à un certain nombre de monuments iconiques, de lieux iconiques. Et puis Catwoman, elle amène la dimension romantique, la dimension du cambriolage. Donc, tu te dis bon, si on faisait ça dans un musée parisien, il y en a plein évidemment, mais voilà. Et le dernier aspect aussi qui est à prendre en compte, c'est le côté le public auquel s'adresse le livre, il est mondial en fait. Hein. Oui. Voilà, ils voulaient vraiment une. Ça aussi, c'était. Ils nous ont pas dit c'est pour un public mondial, mais ils nous ont dit la diffusion du livre, elle est mondiale. L'idée, c'est que tous les bouquins sortent à peu près en même temps, donc je crois que c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais il y a beaucoup de sorties simultanées. Et voilà, donc on se retrouve avec cette idée du Louvre qui remplit un peu tout ce cahier des charges. Et le Louvre lui-même va amener une autre idée. Et là, quand je parle de tout ça, c'est vraiment en fait, quand on nous propose ça, à moi et le dessinateur, qui j'avais l'habitude de bosser, et puis c'est tombé assez vite en fait. Voilà. Ouais. C'est vraiment, c'est-à-dire que ça aurait pu être ailleurs qu'au Louvre. Si on m'avait dit non, elle va pas bien ton histoire, change de lieu et tout. Et d'habitude, j'aime pas trop les premiers jets, j'aime pas trop les brouillons. Et là, celui-là, je me disais, tiens, ça fonctionne, c'est quand même pas mal. Donc, je l'ai soumis au dessinateur et à l'éditeur qui m'ont dit banco. Voilà. Mais du coup, donc t'as pas fait plusieurs propositions, t'as pas pitché plein de choses autour de Batman, Non, t'es parti direct. non, non. Pareil, pour l'anecdote, en fait, donc je connais en fait François Hercouet, qui est directeur éditorial d'Urban depuis des années, parce qu'il était chez Delcourt, et à une époque, en ce moment je travaille plus pour Glénat, mais à une époque je travaillais beaucoup pour Delcourt, et on s'est connus là-bas, et puis quand elle est partie chez Urban, on a gardé le contact, on se voyait de temps en temps, et évidemment on parlait un peu pour savoir s'il y aurait un jour des ouvertures pour faire de la création sur Batman. Et on avait discuté d'un certain nombre de sujets, donc oui, des idées. Moi, j'en ai proposé un certain nombre. Après, ça, c'est encore tout à fait autre chose. Mais non, cette idée-là, précisément sur ce projet-là, elle est arrivée vraiment très très vite. C'est la première. Et comme je me disais pour une fois, tiens, ma première idée est plutôt pas mauvaise. Je la montre et voilà, ils m'ont validé. Donc non, là, vraiment sur ce projet-là, non, pas de recherche, pas grand-chose. Voilà, tout de suite, a priori, c'est tombé juste. Voilà. Et dans ces pages, on trouve des scènes vraiment, enfin, qui sont vraiment en résonance avec les peintures et les sculptures du Louvre. C'est assez graphique. Comment tu as bossé ça avec Thierry Martin? Comment vous avez choisi les œuvres, les angles? Vous avez bossé ça tous les deux? Non, non, alors faut être tout à fait honnête. Alors,
Je m'en souviens pas très bien. Je crois qu'en fait, non, j'ai fourni un découpage en 10 pages assez vite, hein. Alors, moi, je tenais peut-être l'histoire, et puis finalement, c'est le dessinateur qui s'est désisté. Et au moment du découpage, euh, je, je connais bien Louvre, et je crois que Thierry, on en reparlait justement, puisqu'on a dédicacé, on s'est croisé avec toi au Ouais. carrousel du Louvre. Je crois que Thierry, ou n'y est allé que peu de fois, ou même peut-être jamais, je ne sais plus. Et par contre, moi, j'avais effectivement une liste, j'avais listé les œuvres qui méritaient d'être mises en scène dans la BD. Donc évidemment, il y avait la Joconde. Parce que là aussi, l'aspect carte postale, l'aspect universel, le Louvre, c'est la Joconde. On avait prévu une entrée par la pyramide, qui elle-même est une œuvre du Louvre. Enfin, moi, j'associe au Louvre la pyramide en verre, sauf qu'on s'est posé des questions de droit. Ok. Et on a préféré ne pas le faire, ce qui était sans doute une connerie d'ailleurs, parce qu'on sait que d'autres personnes n'ont pas eu cette pudeur entre Hmm. guillemets, donc on s'est dit, bon, dommage. Mais par contre, à côté de ça, il y avait j'y suis allé, je crois, je sais plus, il y a 2 ans la dernière fois. J'y suis allé quand même souvent, hein, et la victoire de Samothrace, moi, ça m'a bien marqué. Ouais. Donc je me disais, bon, bah, c'est venu instinctivement, la victoire de Samothrace. Je me suis dit, bah, voilà, c'est là qu'il apparaît. J'avais Belphégor en tête, Ouais. évidemment, et du coup, je me disais, ça va tellement marcher. Cette cape noire dans ces décors-là, ça va parler à l'imaginaire des Français. Je pense que ça, ouais, voilà. Même ceux qui n'ont pas vu Belphégor, quand on a vu Belphégor, on voit que ça fonctionne. Cette silhouette noire dans ce décor, on sait que ça marche. Donc je savais que voilà, j'allais pas trop avoir de problème pour faire fonctionner sur le plan visuel, pour que le dessinateur puisse s'éclater. Et Ouais. donc il y avait quand même cette petite liste, ouais, Victoire de Samothrace. Bon, moi j'aime beaucoup le radeau de la Méduse. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Je sais que le meurtre de Sardanapale, je ne sais jamais comment le prononcer. Ça, c'est des toiles que j'allais voir régulièrement. À chaque fois que j'y allais, je m'asseyais devant et j'aimais beaucoup les regarder. J'ai pas montré celle-là parce que peut-être un peu à cause de l'actualité, parce que je crois que l'année dernière on parlait beaucoup de Napoléon. On a parlé de Gaulle, mais on n'a pas mal parlé de Napoléon. Mais non, je dis des bêtises d'ailleurs, c'est cette année hein, qu'on nous a contacté pour le faire, ou en fin d'année dernière, et je pense que Napoléon, bah, ça devait être cette année aussi en fait. Pardon, je m'en mêle les pinceaux, et du coup, j'ai pensé au Sacre, voilà, Ok. qui est quand même un des tableaux iconiques du Louvre aussi. Et puis après, il y a moi, ça me fait un petit peu marrer, pardon, hein, je veux heurter aucune sensibilité, mais je suis pas trop napoléophile, et voilà, j'avais envie de faire une vanne. Et donc voilà, je m'en suis servi pour rigoler un peu. Le Marianne, enfin la liberté guidant le peuple, pareil un peu aussi. J'aime bien le tableau. Il y a aussi ce côté un peu sacralisé, je sais pas, sacré du tableau. Bon, j'avais envie un peu d'en rire un petit peu. Voilà. Donc j'avais d'autres œuvres en tête, mais ouais, je me suis dit non, celle-là, ça fonctionne. Il y a des choses à faire avec. Et voilà. Et Voilà. tout à l'heure, tu l'as un petit peu évoqué, mais sans spoiler. T'es parti sur une histoire un peu avec un angle intime, un peu romantique. Pourquoi t'as choisi Hum. cette possibilité-là parmi toutes celles du personnage, toutes les possibilités de tous les Batman? À cause de Catwoman. Ok. Voilà, c'est-à-dire que le dessinateur initial me propose Catwoman et je me retrouve à ce moment-là, je me retrouve coincé. Je me dis oh non, Mhm. moi là, j'étais pas à fond quoi sur Catwoman, mais je me dis bon il veut Catwoman, je fais Catwoman et je me dis bah il y a une relation. Moi pour moi dans mon imaginaire personnel, il y a la relation Batman-Catwoman, elle est celle que je remets en place dans cette histoire-là. Je sais qu'il y a des variantes, évidemment, et qu'il y a des variantes dans les personnages et dans leurs relations, mais j'aime bien, moi, cette vision de leur relation et des personnages où elle a pas froid aux yeux, quoi. Elle lui fait du rentre-dedans et lui, il est coincé à mort, tout en retenue. Moi, ça me fait marrer, quoi. Donc, cette relation-là, je voulais la mettre en place. À partir du moment où j'avais les deux personnages, j'étais obligé, je me sentais obligé de faire ça, mais c'est vrai que je voyais pas où aller. Je voyais très vite, j'ai vu cette poursuite, ce jeu du chat et de la souris dans le Louvre. Mais en fait, c'est le Louvre lui-même qui m'a filé le twist, et c'est-à-dire que j'avais vu les films.
Mhm. C'est dans les films que j'ai fait la relation avec le troisième personnage, pour ne pas spoiler. Et le troisième personnage, avec ce qu'il a, ses capacités, ses objets, on va dire, m'a filé l'idée de la fin, en fait. Et je me suis dit, bah, voilà, ça y est, je sais pas, il y a eu un déclic, ça s'est fait assez vite. Ouais, c'est vraiment une histoire de relation. Je dis souvent, je m'en suis aperçu que récemment, mais je fonctionne vraiment pour tout ce qui va être création, développement d'histoire. Ouais. Après, c'est un peu différent, mais pour tout ce qui est création d'univers notamment ou de développement d'histoire, au début, je fonctionne en mind map. C'est-à-dire que je prends je sais pas, moi, je prends un univers, je prends un code, je prends Batman. Batman, c'est quoi? Ça va être la cape, c'est le grappin, c'est je sais pas, le thème du vigilante, c'est les yeux blancs, c'est l'orphelin, c'est le milliardaire, c'est le milliardaire blanc. Mhm. C'est plein de choses. Et je vais fonctionner comme ça et je vais étendre toutes les possibilités. Et là, c'était vraiment. C'était un peu en sens inverse. Ça, je l'ai dit, c'était vraiment la convergence Catwoman, France, Batman qui m'amène au Louvre. Et après, je recommence à essayer d'étendre un peu les possibilités et je me retrouve avec le Louvre qui m'amène vers ce personnage, le troisième personnage. Du troisième personnage, typiquement, je tire des choses. Ce personnage, qu'est-ce qu'il m'évoque? Ouais. Et je pense à son attribut, en fait. Je suis désolé, je parle un peu en Un détournant peu pour pas cryptique. spoiler, Ouais. et je pense à son objet mythique et je me dis, bah tiens, ça colle parfaitement à la relation des deux persos. Ils se mentent. Voilà, enfin, lui, il lui ment à elle, quoi, et il se ment à lui-même. Il est dans le déni, en fait. Donc, là, j'ai vu la connexion. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal. C'est pas Mhm. mal. Bon, allez, hop, je mets ça par écrit. Voilà. Bon, et là, c'était vraiment très court parce que ce fonctionnement en développant comme ça, par branche, sur des histoires plus longues, je l'ai plutôt pour l'univers, mais après, c'est pour l'intrigue. Ensuite, là, je vais commencer vraiment à poser des espèces de petites cartes, quoi, et tout. Là, j'avais pas besoin de ça. Là, ça allait très très vite. On est sur 10 pages, on n'est pas sur 50 ou même 100, donc voilà. Et justement, est-ce que tu avais un cahier des charges précis de la part de DC? Est-ce qu'il y avait des choses que tu n'avais pas le droit de dire ou de mettre en scène? Est-ce qu'il y avait un truc comme ça? J'ai su par la bande que tout ce qui était arme à feu, cigarettes et tout, ils aimaient pas et que c'était ou alors que ça partait en black label Ok. et qu'il fallait pas être trop violent et tout ça. Donc bon, je me suis même pas posé de questions avec ça. Quand j'ai sorti cette idée d'histoire, je me suis dit oh ça devrait marcher. Et effectivement, ça a été validé son problème, ils ont compris et puis ils ont dit ok très bien. Sur le scénario, il y a eu je crois une vague de retour et des petites choses. Et ce qui m'a marqué, c'est non, c'est pas Bruce et Selina, c'est Batman et Catwoman. Ok. Voilà. Et c'est vrai que moi, bon, je trouvais plus drôle de les voir. Initialement, ils se poursuivaient et ils disaient Selina, vas-y, arrête, c'est pas possible. Et l'autre, mon petit Bruce, vas-y, cours-moi après. Et en fait, ça, non, ils trouvaient que ça fonctionnait pas. Donc, ils s'appellent par leur nom de super-héros. Et du coup, nous aussi, en France, avec Yann Graff et Thierry, Ouais. on trouvait que ça marchait moyen, donc on a un peu biaisé. C'est-à-dire que, bon, ils s'interpellent par leur nom de super-héros, et puis après, hop, on évacue, et c'est tu, et puis voilà. Et- Et sur le dessin, pardon, vas-y, Non, non, dis-moi. vas-y, continue sur le dessin que vous Sur aviez. le dessin, je crois qu'il y a eu des retours un petit peu sur le board. Faut qu'il bouge comme ci, faut qu'il bouge comme ça, mais pas énorme. Hein. Il y a dû avoir je crois qu'il y a eu 2 allers-retours. C'est tout. Voilà, je crois que la vraie pression pour Thierry, ça a été le délai. Voilà. Et Ok. puis, mais ça n'a pas été, c'est pas d'ici. Voilà, ça s'est vraiment bien passé avec d'ici. Par contre, je pense que pour Thierry, ça a été dur de sortir les planches en 2 mois, mais il y est arrivé, quoi. Et puis, enfin, moi, j'adore. Voilà. Et justement, tu parlais de Batman et comment il peut appeler Catwoman. Comment on fait parler ces personnages-là? Comment tu trouves les voix en tant que scénariste? Tu dis, ok, j'en ai vu 1000 versions. Comment je vais trouver la façon juste de les faire s'exprimer dans les dialogues? Je fais confiance à mon instinct, mais parce que mon instinct
mon instinct n'existe pas, c'est juste le fruit, le mélange de tout ce que j'ai vu, de toutes mes influences. Donc je sais que je suis pas complètement à côté de la plaque. Il y a peut-être des gens qui vont dire n'importe quoi et tout, Mhm. mais ce que je ressors, je l'ai vu et je l'ai lu et je l'ai entendu en fait. Donc voilà, tous les gens qui lisent l'histoire, la majorité me disent qu'elle leur plaît, ce qui veut dire que j'ai bien campé les personnages tels qu'ils sont et tels qu'ils les connaissent. Mais typiquement, hein, je reprends un peu la relation Michael Keaton-Michel Pfeiffer, en fait. Voilà, mais qu'on retrouve dans plein de comics, en fait. Ouais. Et dans les dessins animés. Donc, non, euh, je- j'ai pas eu trop de. J'ai pas été crispé. Voilà, vraiment, que ce soit sur ça ou sur l'histoire en elle-même, j'ai pas eu de complexe, mais parce que c'est 10 pages et parce que c'est tombé très vite. Effectivement, si on m'avait dit non, recommence, non, recommence, non, recommence, au bout d'un moment, je pense que ça aurait été l'enfer. Ouais. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Et du coup, t'as dit donc, que Thierry Martin avait mis 2 mois à peu près pour les faire. Combien de temps vous avez mis au global Ouais. du moment où tu as été contacté, que tu as proposé l'histoire aux planches validées, finales? Je crois qu'en fait, alors, j'ai une mémoire de poisson rouge. Et je crois qu'en plus, c'est faux, les poissons rouges ont une très bonne mémoire. J'ai une mémoire de merde, pardon. Et donc, je ne sais plus si on a été contacté en fin d'année dernière ou en début d'année. Je sais qu'on a discuté de ce projet donc avec l'autre dessinateur. Ça ne s'est pas fait parce que l'autre dessinateur ne pouvait pas déjà, à ce moment-là, ça devenait serré pour lui. Il a dit en termes de délai, c'est mort. Mhm. Alors qu'il avait 4-5 mois. Mais il a dit, c'est compliqué, il avait d'autres choses à côté. Et moi, je suis resté, j'ai dit, bah, l'histoire reste sur la... voilà, je vous la laisse. Voilà. Je pense qu'ils ont un peu cherché un petit peu ailleurs quand même, parce qu'effectivement, du coup, comme le duo était cassé, ils se disaient, bon, bah, ça c'est mort pour cette possibilité-là, mais ils avaient bien gardé en tête l'idée que ils m'ont dit après, hein, Mhm. que cette histoire, moi, bah, voilà, elle était à disposition pour eux. Et puis, ils sont revenus vers moi, je pense, ouais, 2 bons mois plus tard. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Et en me disant, bah, écoute, on a ton histoire, elle nous plaît. Et puis, il y a Thierry qui est à côté. Et Thierry, lui, m'a dit, j'ai plein de boulot, mais c'est Batman, je m'en fous. Voilà, je le ferai, c'est tout, je le ferai. Voilà. Donc, et je pense qu'il a eu des belles journées, le pauvre. Et donc, voilà, il l'a fait, quoi. Et ouais, ça se passe sur 5 mois, je pense, entre le moment où on est contacté et le moment où on finit et tout est validé. Ouais, c'est ça. Je dirais ça. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il vous donne un doc, une bible pour savoir ce qui se passe, où en est le personnage? Est-ce qu'il y a une mise à jour? Est-ce qu'ils vous ont fait un peu un topo? La Bible, c'est François Herquette et Yann Graff. Ok. Voilà, c'est les éditeurs d'Urban. Et je connaissais François, donc je savais qu'il avait une connaissance très étendue des super-héros. Et bah, j'ai découvert Yann en bossant avec lui sur ce projet-là. Et bah, c'est pareil. Voilà, ils savent tout, les mecs. Ouais. Donc, c'est des vrais passionnés. Ils ont lu. Je sais qu'il y en a d'autres en France. Hein, mais ouais, c'est bon. Voilà, tu es en confiance. Tu sais que si chez Urban il te valide le truc, c'est que d'ici il va pas hurler à l'hérésie, quoi. Ouais. Voilà. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Et est-ce que toi, c'est un personnage que tu aimerais bien explorer encore? Parce que je pense par exemple à Enrico Marini qui a fait un Batman et qui a ouvert une possibilité Mm. peut-être à des créateurs français de faire du Batman. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu t'es dit direct, waouh, je vais peut-être faire une histoire courte et après, je passe à la suite? Mais je me le suis dit avant, en fait. Avant, non, mais avant, ouais, faut être tout à fait honnête. Je pense qu'il y a on est nombreux, je pense, auteurs français à solliciter Urban en leur disant, moi je veux bien, moi je veux bien, moi je veux bien. Donc, et oui, j'avais déjà proposé des Ok. pitchs et des idées, et puis on verra. Voilà, on verra. J'ai bien compris que la porte n'était pas fermée, mais que bon, fallait le temps de bien développer les choses et que fallait ensuite faire valider de toute façon. Et en fait, quand bien même les gens d'Urban voudraient faire des choses, il y a d'ici qui valide. Il y a toute la problématique du droit d'auteur français Mhm. qui fait peur aux Américains parce que dans le droit d'auteur, il y a deux choses. Il y a le pourcentage
Ils payent pas au pourcentage. Ils aiment pas tellement ça. Ils payent bien quand ça vend et puis ils payent moins bien quand ça vend pas. En gros, c'est un peu ça le principe, d'après ce que j'ai compris. Hein. Je dis peut-être des grosses conneries. Je laisse les gens me corriger, il n'y a pas de souci. Mhm. Mais voilà, il y a sur le côté, le côté ce qu'on appelle nous le droit patrimonial, la rémunération proportionnelle. A priori, il fonctionne pas comme ça pour ces marques-là, pour le copyright. Et puis il y a le droit moral. Surtout beaucoup, c'est-à-dire que tu utilises un personnage ou tu crées un personnage, c'est surtout si tu crées ton personnage, tu peux dire après, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi avec, je ne veux pas qu'il porte une Svastika, Mhm. etc., ou autre. Et ça, ça leur fait peur, je crois, de voir venir des auteurs dans des pays qui sont soumis aux droits d'auteur comme ça, et notamment au droit moral, et qui peuvent peut-être derrière dire, au moins sur certains territoires, vous ne faites pas ce que vous voulez avec ce que j'ai fait pour vous. D'accord. Voilà. Donc on signe des contrats qui sont censés les prémunir de ça. On est quand même bien prévenu de ça. En plus, moi, c'est des sujets que je connais un peu parce que j'étais représentant syndical Ouais. et je suis même dans un syndicat audiovisuel et donc c'est des choses dont j'entends régulièrement parler. Voilà, avec l'arrivée des plateformes, ces problématiques-là dans l'audiovisuel, elles arrivent aussi. Donc voilà, pardon, j'ai perdu le fil, mais je sais, non, si pour répondre à ta question, la création pour les comics américains et pour l'industrie culturelle américaine par un français, il y a cette barrière-là, la barrière du droit d'auteur. Voilà. D'accord. Oui, parce que là, Pardon pour cette longue digression. du coup, vous êtes, pour cette histoire, vous êtes soumis à la fois au droit d'auteur français et au copyright américain. Il y a les deux. Alors c'est comme d'hab, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression, pareil, peut-être que des juristes me diront hérésie, hérésie, moi j'ai l'impression qu'on est surtout la loi dans tout ce qui est domaine créatif, elle est faite par les décisions de justice. Ouais. C'est-à-dire que et par ton envie ou pas de faire chier. Et je pense que la majorité des auteurs n'ont pas envie d'être chiants. Ils ont envie d'aller travailler sur ces univers-là. Euh, et après, si certains vont commencer à dire, bah non, moi j'ai travaillé, je sais pas moi, sur un Flash, mais mon histoire de Flash, je veux qu'elle soit soumise vraiment aux droits d'auteur et tout. Donc si vous adaptez mon histoire de Flash, par exemple, pour l'audiovisuel, ou vous faites des produits dérivés et tout, je veux toucher des pourcentages et je vais vous faire un procès. Je ne sais pas ce qui se passe, parce Mhm. que je crois que tu as des décisions de magistrats en France qui peuvent être surprenantes. Ça peut être, oui, d'accord, vous avez raison, c'est le droit français, alors que tu as signé plein de trucs, justement, pour protéger la firme américaine de ça. Ouais. Et ça peut être tout l'inverse. Il y a des magistrats, et même en France, sur du droit d'auteur français, des contrats de droit d'auteur français, il y a des magistrats qui ont dit, vous avez signé des contrats où vous cédiez même la propriété morale de votre projet. Non, vous pouvez pas vous plaindre derrière. Et donc, c'est pas censé arriver ça, mais il y a une espèce de flou quand même. Hein, et je ne saurais pas dire ce qui peut se passer si des auteurs viennent emmerder une firme américaine. Voilà. Personnellement, je n'ai pas envie de le faire. Voilà. Non, mais Oui, oui. je sais quelles sont les règles du jeu. Voilà. C'est-à-dire que je sais par exemple là la dernière polémique, c'était Ed Brubaker avec le Winter Soldier Oui. qui voyait le personnage qu'il a créé, mais dans l'univers de Captain America, et il voit l'adaptation, et il voit je sais plus, le Sebastian Stan et tout, et il disait, il est super comme acteur, j'adore, mais je touche pas un centime sur ça et tout, et ça me gonfle. Et je le comprends, je le comprends. Nous, auteurs français, on a tellement envie je pense qu'on est capable de dire non à tout ça. Eux, ce sont des rêves qu'ils ont déjà réalisés. Je pense que voilà, on est toujours dans des questions de rapport d'envie, rapport de force. Mhm. Voilà, c'est un mélange des deux. Et sur tout ce qui est travail dans la création américaine, j'ai l'impression que les auteurs français sont plus pour l'instant, dans une position de créateurs envieux qui ont envie d'en faire. Voilà, les rapports de force, on en parlera le jour où on aura fait gagner des millions à des firmes. Et là, voilà, mais c'est pareil en France. Hein. Mhm. Quand tu fais gagner beaucoup d'argent à ton éditeur, tu retournes le voir et puis tu lui dis, bah maintenant là, il va falloir que j'ai ma part du gâteau. Ouais, ça, faut Voilà. réajuster un peu les contrats. Oui, tout à fait. Oui, oui, Ouais. oui. C'est le succès.
permet ça, et puis après, même sans succès, quoi, tu as le droit de lire ton contrat, tu as même le devoir de lire ton contrat et de négocier. Oui. Voilà. Je reviens un petit peu à l'envie. Est-ce que toi, il y avait Ouais. des titres Batman qui t'avaient particulièrement marqué? En fait, c'était quoi ta vision de Batman avant d'attaquer ça? Alors, les Batman qui m'ont marqué, il y en a un que j'oublie tout le temps et je vais en parler. J'ai beaucoup parlé du film de Tim Burton Mhm. parce que ouais, il a été important pour moi, pour le personnage et pour le voilà, il m'a donné envie d'aimer Batman euh, plus qu'avant. Il a fait émerger ce personnage du lot pour moi par rapport à tous les autres. Il y a le Dark Knight de Frank Miller. Le Tim Burton était aussi une révélation de cinéma. Mhm. Waouh, ça c'est un film. Le Dark Knight de Frank Miller, c'est pareil. C'est à la fois, on peut faire ça avec ce personnage. Ce personnage a ces possibilités-là. Ce personnage est d'une certaine manière un médium à part. On pourrait dire ça tous les super-héros, mais voilà, ce Batman, on a fait plein de choses diverses avec. On a porté des messages avec. Et puis après, c'est une claque en termes de bande dessinée parce on peut faire ça en BD. Je n'ai jamais exploré d'ailleurs très peu la forme bande dessinée. Lui, il le fait, Frank Miller. Donc, c'est quelque chose que j'adorerais faire d'ailleurs un jour. Mhm. Voilà, mais ça demande du temps. Mais voilà, ça a été une claque. Donc, il y a le film de Burton, il y a Dark Knight de Frank Miller, et puis il y a la série d'animation. C'est venu au gré des conversations. Je me suis aperçu que ouais, elle était importante. Il y a d'autres bandes dessinées, parce qu'au bout d'un moment, quand tu aimes le personnage, bah, tu cherches à lire d'autres runs. Donc il y a les runs évidemment de Jeff Lubb, Tim Sale. Il y a certaines histoires de Justice League. Je pense notamment à Identity Crisis, que je n'arrive pas à prononcer. Mais voilà, ça c'était. J'ai adoré cette histoire-là parce qu'il y avait une enquête. Et j'adore le polar et j'adore quand on mélange le polar à autre chose. J'ai aimé les Harry Potter pour ça. Mhm. Et j'ai aimé Identity Crisis parce que j'arrive vraiment pas à le prononcer. Parce que voilà, on mélangeait le polar avec les histoires de super-héros. Et Watchmen, évidemment, j'avais adoré ça aussi pour cet aspect, pas que. Et le dernier truc dont je voudrais parler, parce que j'oublie tout le temps, c'est les jeux vidéo. Voilà, Ouais. c'est la dernière itération où je me suis dit, mais. Alors après, là-dedans, c'est vraiment la version brute, massive de Batman, qui est sans doute un peu moins intéressante en termes d'émotion. Mais par contre, bon, il y a un tel gameplay, il y a un level design de fou, les histoires sont super. Les jeux Batman Lego, hein, c'est con, mais Ouais. ils sont chouettes aussi. Mais les jeux Lego Marvel ou DC sont chouettes. Mais mine de rien, j'en parle en rigolant, mais par contre, il y a matière à inspiration pour un scénariste parce que ce qu'ils font dans les jeux Lego, ils font des trucs de fou. Alors il y a toujours la dimension parodique, mais ils exploitent les pouvoirs des personnages et l'univers pour amener des trucs un peu dingues. Et on se dit, mais même au premier degré, en fait, ça pourrait marcher. Il y a des très bonnes idées. Donc voilà. Qu'est-ce que ouais, non, il y a ça qui me vient à l'esprit. Ouais. Et, Voilà. et du coup, tu parles de jeux vidéo et j'ai vu, donc j'ai lu en ligne que tu avais fait une histoire courte d'Assassin's Creed et tout à l'heure tu me disais en off que tu bossais sur un projet peut-être plus ambitieux que ça même. Du coup, Ouais. t'es lié un peu aux jeux vidéo, tu t'es lancé là-dedans alors, sur BD adapté de jeux vidéo. Alors oui, tout à fait. Bah, le Assassin's, comme j'aime à le dire, je me suis roulé par terre pour le faire en fait parce que c'est une licence que j'adore. Vraiment, il y a tout ce que j'aime là-dedans. Il y a de l'histoire, il y a du fantastique, il y a de la science-fiction. Enfin, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment une licence que j'aime beaucoup. J'ai pas fait tous les jeux, mais je pense que j'en ai fait les deux tiers. Je les ai bien nettoyés à chaque fois. Et j'avais l'histoire courte qu'on avait faite en fait était, on savait déjà qu'on allait faire un livre de 80 pages. Ok. À l'époque, on l'a faite pour teaser un peu parce que le jeu sortait au même moment, donc on en a profité. Mais en fait, le projet est vraiment un livre de 80 pages qui est en cours de dessin actuellement. Voilà, et j'espère que ça plaira aux gens. Ça va être magnifique. Ça, je peux vous garantir que ça va être super beau. Le dessinateur s'appelle Paolo Treschi. Il a fait la geste des Princes Démons avec Jean-David Morvan. Mhm. Et ça va être superbe. Voilà, et ça s'inscrit dans l'univers de Valhalla. Et pour te répondre de manière plus large sur le jeu vidéo, ouais, j'adorerais en écrire. J'ai mis un pied dedans un peu à un moment pour. Pareil, il y avait des discussions informelles pour essayer
de monter peut-être un pôle scénario à un moment. Bon, ça s'est pas fait. Un pôle scénario dans une boîte de jeux vidéo, ça s'est pas fait, mais ça a débouché sur d'autres expériences. J'ai vu un peu le process interne parce qu'en fait j'ai bossé pour Ubisoft Ok. et peut-être que je continuerai d'ailleurs, je ne sais pas encore. Je suis de temps en temps ce qu'on appelle un GSCM. Je fais du euh, contrôle, faut pas exagérer. Il y a des gens en fait qui font, il y a plein de traducteurs professionnels qui font des traductions Mhm. mais qui doivent rendre des volumes énormes dans des temps de fou. Et donc, c'est un boulot de malade, traducteur, notamment dans le jeu vidéo. Il faut quelqu'un pour leur filer un coup de main parfois pour harmoniser, pour être sûr que les trades oui, qu'il n'y ait pas d'erreur sur la cohérence du monde, sur un certain nombre de mots-clés, sur un lexique, des choses comme ça. C'est bien de filer un coup de main aussi pendant le doublage. On Ok. regarde les acteurs qui doublent. Et en fait, pourquoi je parle de ça, même si c'est une digression par rapport à la BD, c'est que ça m'a quand même permis de voir en interne le processus créatif d'un jeu et d'un jeu triple A. Moi, j'ai bossé sur la licence Far Cry. Et paradoxalement, je me suis dit, ok, je n'écrirai pas pour le jeu vidéo, en tout cas pas le triple A. Voilà. Ok. Parce que j'ai compris comment ça se passait. Déjà, c'est pas à mon niveau. On n'embauche pas des scénaristes pour le faire. C'est vraiment les patrons du studio qui le font ensemble. Euh, ce que je regrette un petit peu. Je me permets de le dire ici. Voilà, mais c'est comme ça. Ok. Et c'est vrai que j'aimerais bien écrire du jeu vidéo, mais effectivement, je me suis dit que c'était peut-être dans des boîtes plus petites et sur des jeux plus narratifs. Je pense aussi beaucoup. Parce que dès qu'on est sur des mondes ouverts, on voit bien que l'histoire est un peu moins importante, ce que je peux comprendre. Il n'y a pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, moi, je préfère des jeux avec des territoires limités. Le dernier Assassin's Creed, t'es moins libre que d'habitude. Je trouve que l'histoire est plus tenue, du coup. Mhm. Tu te casses pas pour aller chercher le deuxième trésor, alors que tu as un ami qui est en train de crever et qui t'attend depuis 2 mois, mais tu peux mettre en pause la quête et tout. Et ça, cette non-linéarité du jeu vidéo fait que je trouve ça tue un peu l'émotion dans les histoires de jeu. Voilà. Et du Et coup, donc, oui, pardon, non, non, dis-moi, vas-y, je dis-moi. voulais pas t'interrompre. Non, non, mais du coup, j'ai envie toujours de bosser et d'écrire pour le jeu vidéo, mais je commence à savoir pour quel Oui. format de jeu. Voilà. Des jeux assez cloisonnés, du point et clic, ouais, des jeux qui racontent une histoire et qui la tiennent. Voilà. Et tu fais des jeux, mais j'ai vu aussi que tu bossais sur un long métrage et que tu as fait aussi des scénarios de court métrage. Du coup, c'est une envie par projet ou t'as envie de te diversifier, d'aller vers plusieurs formes d'écriture? Totalement me diversifier. Peut-être un peu trop d'ailleurs, mais non, non, j'ai vraiment envie d'explorer. Moi, en fait, ma passion, c'est les histoires. C'est les histoires, et puis après ce qu'on peut mettre dedans, et enfin ce que j'aime mettre dedans, c'est-à-dire l'imaginaire au sens large, l'histoire, la science. J'aime beaucoup l'espionnage, le polar aussi, que ce soit comique ou pas d'ailleurs. Je ne suis pas contre. J'ai tenté d'écrire, il faut que je finisse une comédie avec mon frère. Mais par contre, tous les médias m'intéressent, vraiment. Ok. Et c'est vraiment raconter une histoire qui m'intéresse. Et après, il y a aussi l'envie d'utiliser des supports pour pouvoir aller vers d'autres supports. Très clairement, la bande dessinée, je m'en sers aussi un peu pour essayer de démarcher des boîtes de prod. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir faire de la bande dessinée pour la bande dessinée. Oui. Voilà, il y a des contraintes qui sont totalement différentes. Il y a des choses qu'on peut faire dans l'un et dans l'autre. Il y a une forme qu'on peut explorer dans l'un et dans l'autre. Je maîtrise, même après 20 ans de carrière, j'apprends toujours plein de trucs sur la BD et j'espère continuer d'en apprendre. Et j'arrêterai d'en faire le jour où on me dira que je peux plus en faire. Mais l'audiovisuel, ouais, j'ai envie d'en faire. Le roman, ça fait un bout de temps que j'ai envie d'écrire un roman. Voilà, ouais, tout. Je prends tout. Voilà. Je reviens un tout petit peu à Batman The World. Est-ce que tu as pu lire des nouvelles du recueil d'autres auteurs d'autres pays? Est-ce qu'il y en a qui t'ont plu ou qui t'ont inspiré?
Ce qui m'a fait marrer, c'est de découvrir il y avait une parenté un peu avec la nouvelle espagnole qui est juste après la nôtre. Ouais, J'ai trouvé qu'il y avait une parenté graphique et qu'il y avait une parenté de ton. oui. C'est-à-dire que on explore un autre aspect de Batman. Pareil, je vais pas spoiler. Ensuite sur les autres, je crois que j'ai pas fini encore. Je crois que j'ai pas fini. Je crois que j'ai pas fini j'ai pas encore lu les histoires asiatiques. J'ai juste vu que le dessin pour le coup était très typé. Ouais. Le manga, on voit que c'est du manga, enfin en tout cas que c'est du dessin de manga, et le dessin de la bande dessinée chinoise, je crois, c'est effectivement des choses que j'avais vues chez d'autres dessinateurs asiatiques. Voilà. Après. Bon non, moi globalement je les ai bien aimés. C'est vrai qu'on est peut-être sur une exploration peut-être un peu plus classique au sens où c'est ouais Batman se confronte à Ouais. ses ennemis, mais dans des environnements différents, en implémentant des éléments différents. Là, l'histoire le duo le duo allemand. Oui. J'ai vu son travail dans des bandes dessinées éditées par Paquet, je crois, et je suis désolé, je n'ai plus en tête ce qu'ils ont fait, mais je sais que j'étais curieux de ce qu'ils ont fait, j'ai bien aimé, et je trouvais ça très beau. Euh, ouais, voilà, quoi. Non, bon, moi, c'est un bouquin que j'aime bien. Et voilà. Après, je sais pas, ça fait 20 ans que je fais de la bande dessinée, donc mes enfants te diraient que je suis hyper blasé et que plus rien ne m'éblouit. J'ai vu Dune et j'ai trouvé ça sympa. Voilà, ouais. Le mec, il se la donne. Il y a une question de Elliot qui demande quel conseil tu donnerais à un scénariste français qui voudrait faire des comics américains. Donc, tu as un petit peu abordé la question tout à l'heure. Euh, Euh, je lui dirais de peut-être démarcher des dessinateurs de comics, ouais, de se mettre à l'anglais, peut-être d'aller bosser en Angleterre ou de bosser avec des dessinateurs. Alors les dessinateurs, il y a quelques Français évidemment, hein, il y a Olivier Coipel notamment, il y a Tipan Hans, il y a euh, Elsa Richet, ok, j'écorche peut-être son ok, nom et je m'en ok. excuse. Il y en a encore quelques autres, Philippe Brion, enfin bon, il y a quelques Français, mais ils sont pas hyper nombreux. Par contre, des Italiens et des Espagnols, il y en a pas mal. Moi, j'ai eu la chance de bosser avec Fernando Di Nino sur l'agent chez Glénat et Fernando, voilà, il avait fait du Suicide Squad, il a bossé avec Geoff Jones. Ouais, je lui conseillerais de travailler directement avec des dessinateurs qui en font, je pense, et par leur biais, d'essayer de proposer des projets. Euh, euh, Après, moi, ça s'est fait différemment parce que je connaissais donc l'éditeur français, et que en France, je sais qu'ils ont envie de prolonger, de continuer la création française. Il y a Sylvain Runberg qui a fait un Wonder Woman, Ouais. et ça s'est fait par le biais d'Urban, a priori. Et puis évidemment, Enrico Marini, et ça s'est fait par le biais de Dargo et des Schirf, je crois. Après, ouais, de manière générale, ce métier-là, le métier de scénariste, se fait, je dirais, enfin, comme tous les métiers, mais il y a vraiment le travail, le réseau, la formation, et tout ce qui est connaissance du marché, négociation. Donc, je vais pas développer, mais le réseau, on n'en parle pas beaucoup, et je pense que c'est quand même important. Au bout d'un moment, il faut l'acter, il faut rencontrer des gens. Et c'est comme ça qu'on finit par rencontrer des gens avec qui on aime travailler et qui nous filent du boulot. Et ça peut prendre du temps, mais il faut aller dans des conventions. Ouais, il faut aller dans des conventions, il faut rencontrer des gens, il faut démarcher. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Et il y a des gens avec qui ça se passera mal, il y a des gens avec qui ça se passera rien, et puis tout à coup, tu tombes sur le mec qui, alors parfois c'est au moment où il est déjà en poste, il a une position clé et tout. Voilà, moi François, je l'ai rencontré, il était assistant éditorial chez Delcourt, et puis moi j'étais un petit auteur chez Delcourt. Bon, je suis toujours un petit auteur, mais voilà. Après, lui, il est devenu directeur éditorial. Alors je sais qu'il y a Paul Scorticcia au-dessus de lui. Donc, je ne sais pas exactement le titre de François, mais voilà, François est en charge Hmm. d'Urban sur le plan du contenu, donc voilà, ça se fait comme ça. Les rencontres, c'est important. Et donc rencontrer les dessinateurs, essayer de rencontrer les éditeurs,
que ce soit les éditeurs américains ou les éditeurs, les licencieurs, comme on dit. Mhm. Voilà. Et Ça, t'as mentionné Fernando Danino à qui t'as fait l'agent. ouais, Et en fait, ouais. c'est une BD qui a un côté un peu comics, en fait, dans l'approche, dans le Et découpage. Donc, ouais. oui. Bah la marque, c'est la sous-marque, c'est Glénat Comics, où je crois que là, on était dans une collection, la collection Greenhouse, mais l'éditeur, c'est Olivier Jalabert, qui est parti chez depuis maintenant, mais qui a fait du comics chez Glénat, qui a importé Lazarus notamment et Lady Mechanica, Ouais. et qui voulait faire du comics avec des auteurs français. Donc, il a créé cette collection. Et oui, clairement, l'agence, en tout cas, c'est le format, parce que je sais que les gros habitués peuvent parfois nous dire, ouais, non, on voit bien que c'est quand même du franco-belge, etc. et tout. Ça, je sais pas. Moi, je sais que Olivier m'a justement forcé un peu à structurer le livre, et ça m'a plu, parce qu'en plus, j'aime le rythme de ce livre-là particulièrement, parce qu'il m'a dit, chapitre en 20 pages, tu as 5 fois 20 pages. Et s'il y a une publication aux États-Unis, ça va être par fascicule, donc tu dois les accrocher dès le début. Et donc, Mhm. ton premier fascicule, il doit être intégralement rythmé, ça doit être extrêmement prenant. C'est vrai qu'en franco-belge, on prend plus le temps, c'est des albums. Avant, c'était comme ça change évidemment maintenant, mais avant, tu avais un album chaque année et Ouais. des albums de 46 à 54 pages. Évidemment, tu avais des scènes un peu d'accélération quand tu faisais du genre, des scènes d'action, mais tu prenais aussi le temps de faire des pauses et voilà, d'explorer un peu les relations entre les personnages. Là, il m'avait dit plus tard, entre guillemets, plus tard, les relations entre les personnages. Là, accroche-les au début. Et effectivement, je me permets, dans les 20 pages du milieu, de me calmer un peu, de discuter. Évidemment, j'ai posé des thèmes, j'ai un peu esquissé les persos, mais on est à fond sur le premier fascicule et puis il faut du cliff, il faut vraiment quelque chose qui te fasse enchaîner et tout. Et j'ai vraiment aimé la structure, l'exercice et puis le résultat en termes de structure du livre, j'adore ça. Et j'adorerais en refaire. Et oui, voilà. Ça c'était l'expérience comics. Dis-moi, Et dis-moi. question boulot, du coup, t'as écrit, t'es parti en écrivant du début à la fin et après t'as redécoupé en fascicules ou t'écrivais chaque épisode, tu donnais ça au dessinateur? L'agent, je ne savais pas encore ce que ça donnerait. J'ai écrit une histoire, j'ai vraiment posé de la matière, une intrigue, un univers, des personnages, et je me suis dit, ça peut faire un diptyque en franco-belge. J'avais quand même très envie d'essayer de faire un comics ou un roman graphique, comme on dit, en gros une grosse BD, une Mhm. BD à grosse pagination. Et potentiellement, ça pouvait directement partir à l'audiovisuel. Et je ne savais pas. Et en fait, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Et en fait, la première personne que j'ai rencontrée et qui m'a dit, un, je veux le faire, deux, je veux le faire au format comics, et c'était le bon format pour moi, c'est Olivier. Voilà. Ok. Et donc, je suis parti avec lui sur ce projet-là, c'est à lui que j'ai confié, parce que effectivement, il m'offrait l'opportunité du 100 pages. Et puis c'est un milieu qu'il connaît et j'ai été content qu'ils me disent attention, ton intrigue est très bien, mais elle est effectivement très franco-belge dans la structure et si tu veux vraiment faire un comics, 100 pages, c'est 5 fois 20, donc là il va falloir restructurer des choses. Et ça s'est bien passé. Voilà. Et pour rester dans le comics, t'as fait aussi un album de Conan, donc avec Anthony Jean. Ouais, Et, ouais. mais là, il est plutôt, on va dire, construit comme un album franco-belge, même si c'est une adaptation. Alors c'est clair que c'était une collection au format franco-belge, donc 46 pages. Alors tu pouvais faire plus, hein, mais nous on s'était dit non, ça va être 46 pages. Et donc là c'est des grandes pages et t'es pas sur du 5 cases par page parce que beaucoup de comics que j'ai lus, parce que je note un peu, hein, je regarde, étaient structurés comme ça. J'ai l'impression que Brian K. Vaughan fait beaucoup ça, du 5-6 cases. J'ai lu Black Science m'a marqué aussi, Ouais. pour son rythme très effréné. Et puis pour son nombre de cases, c'est bas. Il y en a peut-être un peu plus dans l'agent des cases. C'est des relents de franco-belge. Hmm. Et oui, le Conan, par contre, c'est vraiment c'est du 8-9 cases par page.
Et par contre, j'ai eu aucune difficulté à l'adapter parce que ça tenait très bien. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça tenait très bien. C'est pareil, j'y suis allé sans crispation. Pour le coup, je ne connaissais pas bien Conan. Je n'en connaissais que l'image d'Arnold Schwarzenegger et de Jason Momoa, Ouais. parce que j'ai vu les 3 films. Et je ne sais pas s'il y a eu d'autres choses en audiovisuel. Je sais qu'il y a eu un jeu récemment. Et non, j'ai pas lu les bandes dessinées j'ai vu quelques visuels de Frazetta, mais j'ai pas lu les BD américaines, anciennes ou récentes. Et j'ai lu plein de nouvelles. La rivière Noire est celle qui m'a le plus marqué. Et en plus, moi, j'avais vraiment l'image d'un mec avec un pagne. Et Ouais. puis, il cogne, il est très musclé. Et puis, voilà, il met des coups d'épée dans la tronche et il y a des monstres. Et il arrive à trouver le trésor et hop, c'est réglé. Et quand j'ai lu les nouvelles, j'ai été quand même assez frappé par le fait que ça portait un discours. Et un discours assez nihiliste, assez sombre. Et la rivière Noire m'a marqué pour ça. J'ai aimé son rythme, j'ai aimé l'histoire en elle-même, mais en plus alors j'étais en désaccord avec ce discours nihiliste et tout, mais il m'a marqué. Et donc j'ai dit j'aimerais bien qu'on fasse celle-là. Anthony, le dessinateur, était d'accord. Et par contre, en fait, on va dire, il n'y a pas eu de difficulté, mais la seule difficulté, entre guillemets, qu'il y a eu, la seule discussion qu'il y a eu, c'était avec Patrice Louinet, où je lui ai dit, je n'aime pas le message qui est porté par la nouvelle, je trouve Ouais. trop sombre. Et il m'a dit, oui, mais c'est quand même ça l'esprit. Alors, je la raconte partout, hein, l'anecdote, je suis désolé, mais moi, c'était un peu fou comme discours, c'est que je lui ai dit, mais si le mec, il pense vraiment ça, qu'on est foutu, qu'on est une espèce de merde, entre guillemets, bah, il se tire une balle. Voilà, il assume. Et là, Patrice me fait, bah, c'est ce qu'il a fait, en fait. Et il y a eu un blanc, et je me suis dit, ok, voilà. Et je on a vraiment essayé de porter ce discours, même si je suis en désaccord avec, mais on a essayé de vraiment finir sur cette noirceur, sur le fait que, voilà, pour Howard, la civilisation, c'est une blague, une espèce de maquillage éphémère, mais qu'au fond, ouais, on est des barbares, en fait. Voilà, la barbarie, la sauvagerie. Et celui qui survit, c'est Conan, parce que c'est celui qui assume ça, qui est prêt à ça, qui est construit comme ça, en fait. Hmm. Voilà. Donc, on a essayé, j'ai travaillé cet axe-là. Voilà. Ok. Et par contre, en termes de structure, c'est rentré, vraiment, moi, je trouvais que c'était fait pour du 46 pages. Voilà. Et du coup, tu as une autre question du public, mais avant de te la poser, je Ok. rappelle le temps. Ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Donc, si vous avez des questions, D'accord. posez-les maintenant dans les commentaires. Comme ça, on pourra poser les dernières questions avant que ça soit la fin, puisqu'on est ensemble pour 1 heure. Et donc, tu as une question qui te demande euh, quand on est scénariste amateur, comment on approche et on convainc un dessinateur de collaborer et de créer quelque chose en commun? Comment tu as commencé, toi, peut-être Alors moi j'ai eu du bol. J'ai commencé, c'est un dessinateur qui m'a dit écris des histoires, elles sont cool. Parce qu'en fait je faisais du jeu de rôle avec un copain qui s'appelait Nicolas Doré, avec qui je continue, que je vois toujours et j'aimerais bien qu'on refasse une BD ensemble un jour. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en fait, qui m'a dit j'ai dû écrire une partie de jeu de rôle et on a même pas fini le truc, mais il avait bien aimé, il m'avait dit écris-moi une autre histoire. Celle-là était cool et ça a démarré comme ça et il bossait pour Petit à Petit, qui est un éditeur basé à Darnétal, et on est rouennais tous les deux. Et Darnétal, c'est dans la banlieue de Rouen, quoi. Et on l'a fait lire. C'est comme ça que j'ai rencontré un éditeur qui s'appelle Cédric Hilland, qui est toujours mon éditeur 20 ans après chez Glénat, en fait, quand je parlais des rencontres. Oui. Et voilà, donc ouais, on a soumis cette histoire, ils l'ont lu, ils ont dit fais tes armes d'abord sur des collectifs, des petites BD. Après, ils m'ont donné la chance de pouvoir faire mes premiers albums. Et puis, il y a un projet qui s'appelait Idol avec MM, qui était un copain de Nicolas Doré à l'époque, et enfin toujours d'ailleurs. Et ce projet a été refusé par Petit à Petit. On l'a mis chez Delcourt. Ça a démarré comme ça chez Delcourt. Voilà. Et après, il y a eu La Licorne, juste après Idol. Et c'est là que, voilà, je me suis un peu fait connaître. J'ai pu aller voir ailleurs. Le succès aide. Et pour répondre plus précisément à la question,
Moi, je dirais encore vraiment ces 4 trucs. C'est quand tu veux démarrer en tant que scénariste, euh, au début, il faut toujours présenter des projets finis. Mhm. Vraiment, bosse tes histoires, propose des choses qui sont assez rapides à lire quand même, et qui sont suffisamment denses, enfin, construites, pour qu'on se dise, OK, il s'est raconté. Donc des choses, je dirais, entre 5 et 10 pages. Mais ça veut dire que tu vas élaborer ton histoire d'abord et qu'après, tu vas la résumer. En tout cas, moi, je ne peux pas faire autrement. Mais il faut finir ces projets parce que les gens te disent, OK, super, tu veux devenir scénariste, mais montre-moi ce que tu fais. Et puis souvent, ils n'ont pas le temps. Donc il faut leur proposer des choses qui peuvent être lues rapidement. Le réseau. Le réseau, vraiment. Faut rencontrer des gens, faut aller dans des salons, des festivals, faut les démarcher. Moi, parfois, ce que je fais, et je l'ai encore fait très récemment, j'y vais un peu avec mes gros sabots, mais c'est pas méchant. Les gens savent à quoi s'attendre. Je leur dis, je te paye la bouffe. Voilà. Mhm. On se rend compte, mais c'est moi qui te paye le déj. Et comme ça, on peut discuter 1 ou 2 heures. Et puis voilà. Alors, Paris joue, être à Paris est un gros facilitateur. Après, bah, quand il y a des festivals, il faut y aller. Donc, les festivals, les conventions, Mhm. Facebook, etc. Donc le réseau est important. Je pense qu'il faut se former, non seulement parce que je pense vraiment qu'il y a plein d'outils à maîtriser. Après, on trouve ceux qu'on aime, qui nous permettent d'écrire des choses qu'on aime. Mais il faut se former, il faut lire des livres, il faut discuter avec des scénaristes. Et on ne se formate pas, en fait. Il y a plein de boîtes à outils qui sont à disposition et on va piocher ces outils et fabriquer les siens. Et pourquoi il faut se former? Parce qu'il y a certaines formations qui permettent de rencontrer des gens. Mhm. Notamment, moi, je suis allé au CEA à plusieurs reprises et j'y ai rencontré peut-être de potentiels futurs collègues. Voilà, j'ai fait des rencontres, pareil. Et puis, connaître le marché, analyser le marché, c'est-à-dire regarder ce qui se fait. Parce qu'il faut trouver la conjonction entre ce qu'on aime profondément. Il faut vraiment écrire ce qu'on aime. Hein. On ne peut pas écrire ce qu'on aime pas. Sinon on se fait chier et du coup on fait de la merde. Pardon de parler comme ça. Mais par contre, il faut quand même évidemment que derrière il y ait quelqu'un qui le prenne et qui va le publier ou le défendre. Donc il faut regarder ce que font les éditeurs et puis cibler les éditeurs en fonction de ses propres goûts. Et les dessinateurs aussi. Voilà. Tu Mhm. vas pas avoir Manu Larsenet avec une histoire de space opéra premier degré. Voilà, typiquement. Et je pense que, je sais pas, tu vas pas voir L'Offray avec un drame familial. Et peut-être d'ailleurs, peut-être qu'en fait, si, tu Mhm. peux. Je ne sais pas. Mais voilà, et pareil pour les éditeurs. Donc, voilà, ces 4 trucs-là. Je dirais finir les projets, rencontrer des gens, se former et puis réfléchir où le projet peut exister pour en vivre. Parce Ouais. que tu peux pas écrire si tu n'en vis pas. Voilà. Enfin, tu peux, mais un temps seulement. Et tu as parlé d'Idol, j'en profite pour te poser une question sur cette série-là. C'était une vision assez noire de l'époque. Maintenant que l'époque rattrape un peu la fiction, est-ce que du coup c'est un type de récit qui t'intéresse toujours, un peu l'anticipation comme ça, très, très Ah oui, réaliste? toujours. Ah, mais j'ai fait beaucoup d'historico-fantastique et j'ai pas fait assez de science-fiction et j'ai très envie d'en faire. De Ouais. l'anticipation, de la SF. Du contemporain aussi. Voilà, j'en ai fait un peu avec l'agent, même si c'est du contemporain fantastique, je veux en faire aussi. Donc, oui, oui, bien sûr. Du space op. Je veux en faire. Ouais, ouais. Quant à Idol, ouais, c'était visionnaire, achetez-le. Achetez-le. Non, non, On n'espère pas Idol. sur pas mal d'aspects. Et aussi, je voulais te poser une question par rapport à tes envies par rapport au texte littéraire, parce que tu as fait beaucoup de séries, que ce soit Trois Souhaits ou Le Mystère Nemo ou même La Guerre des Boutons, où tu te frottes à des textes littéraires dans l'imaginaire populaire. C'est une envie en fait de faire des variations, de recréation. Non, alors faut être tout à fait honnête. Sur Trois Souhaits, oui, définitivement. Ouais. Le Mystère Nemo, il y avait la collection Eslibris qui s'ouvrait et c'était une commande. Et c'était une commande. Je ne fais que des commandes plaisantes parce que sinon, la commande, ça sécurise un auteur. Tu sais que tu as quelque chose, que tu vas le faire. Par contre, il faut quand même avoir envie de le faire, sinon ce que tu fais, c'est naze. Ça m'est arrivé et finalement, en fait, j'ai laissé tomber de faire des boulots de commande qui me plaisaient pas. Et heureusement, ça s'est pas fait. Et par contre, sur Nemo, c'était l'île mystérieuse à adapter.
Et on est sorti de la collection Exibris parce qu'en fait, typiquement, j'ai aimé l'univers de l'île mystérieuse, mais je n'ai pas aimé son histoire. Ok. J'ai trouvé que il y avait plein de choses qui étaient posées, qui fonctionnaient pas, je trouve, pour la narration en BD et la narration d'aujourd'hui. Et là, crime de lèse-majesté, j'ai pris les jouets de Jules Verne et j'ai fait mon truc à moi avec. Donc de base, il faut être tout à fait honnête, ça part d'une commande, mais après je me suis fait vraiment plaisir. Oui, ça c'est vrai, mais bon, je sais pas si j'ai fait plaisir aux amoureux de Jules Verne. Et voilà. Et Trois souhaits, c'est une envie. Là, ça vient de moi. Alors, j'aimais bien l'univers des Mille et Une Nuits et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses dessus. Et puis, j'aimais beaucoup Prince of Persia. C'est l'autre licence que j'aime beaucoup chez Ubisoft. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et moi, j'avais envie de faire mon Prince of Persia à moi en BD. Hmm. Voilà. Et d'ailleurs, le bouquin est sorti en même temps que le film et a eu le même succès que le film. Et c'est dommage parce que je trouve que le film n'est pas détestable et la BD est une vraie réussite. Achetez-la aussi. Voilà. Mais sincèrement, Trois souhaits, c'est une envie sincère et j'aime cette trilogie et cette exploration de l'univers des Mille et Une Nuits. Voilà. Et du coup, par rapport, tu parlais de commandes, tu as fait pas mal de séries aussi à concept, comme 7 ou Ouais, Évasion, des ouais, choses comme ça. Est-ce que ouais. là aussi, c'est parce que tu avais envie d'essayer, tu en as parlé plus tôt dans la conversation, de tester un peu le médium, les contraintes. C'est une envie de contrainte ou c'était plus les thèmes qui t'intéressaient? À chaque fois, alors c'est du réseau. Enfin, c'est du réseau, c'est très simple. C'est une personne, c'est David Chauvel, hein, qui m'a mis sur ces projets parce que c'était lui. Et donc, que ce soit WW 2.2 Oui. ou 7 ou La Grande Évasion. Et ce qui était super là-dedans, c'est qu'effectivement, tu avais. Donc, c'est une commande, mais c'est une commande idéale parce que c'était plutôt pas mal payé. Et surtout, c'est un cahier des charges hyper light. Et donc, c'est le confort total. 7, c'était vraiment. Cette personnage en une mission, démerde-toi avec ça. Hmm. Super. Et j'avais un certain nombre d'idées qui traînaient déjà dans le tiroir et j'étais trop content d'avoir un cadre idéal pour les explorer. Pareil pour la Grande Évasion, j'avais envie de revisiter un mythe, d'y mettre du contemporain. Je crois qu'à l'époque, j'avais pas fait beaucoup de choses contemporaines. Donc là, je pouvais plonger des gens d'aujourd'hui dans un univers antique, un mystère antique. Non, là, c'est un petit peu un coup de chance. Hein. C'est le fait de travailler avec David Chauvel et d'avoir des cahiers des charges très, très légers qui te permettaient de faire ce que tu veux. Quoi. Et ça c'est super. Voilà. Les collections concept comme ça n'existe plus. Peut-être que les lecteurs s'y retrouvaient pas. Pour un auteur, c'est génial. Ouais. Voilà. Et Vraiment. je vais te poser une toute dernière question pour l'entretien, pour finir cette heure qu'on passe ensemble. Quelle est la suite des événements? Sur quoi tu bosses? C'est quoi tes prochaines actus? L'année prochaine sort une trilogie qui s'appelle Dans le ventre du dragon avec Christophe Swal chez Glénat. Ça fait un bout de temps qu'on est dessus, mais ça y est, c'est super beau et j'espère que l'histoire est bien. Mais en gros, ce sont les aventures de trois personnages qui veulent pour diverses raisons tuer un dragon gigantesque. Initialement parce que ça les rend riches, mais en fait, il y a d'autres raisons derrière ça. Et en fait, ce dragon est tellement énorme que pour le tuer, ils doivent se faire avaler par lui. Voilà. Ok. Et à l'intérieur, ils vont découvrir qu'il y a d'autres personnes qui ont eu cette malchance ou cette idée, et puis ils vont aussi découvrir ce qui les pousse vraiment à faire ça. Il y a la bande dessinée Assassin's Creed, voilà. Et puis après, il y a d'autres projets, je peux pas trop en parler, ou parce qu'on me dit de me taire, ou parce que c'est pas encore fait, voilà. Ou les deux. Mais voilà. Ça, en tout cas, l'actu de l'année prochaine, c'est ça, essentiellement. Voilà, Bon, voilà. super. Merci beaucoup, Mathieu. Un grand merci pour toutes tes C'est réponses. moi. Merci à tous dans les commentaires pour vos questions, vos likes pendant le live. Si vous avez manqué le début, vous avez accès au replay de tous les lives et donc de celui-ci aussi sur Bubble. Si vous voulez en savoir plus sur Batman The World et donc l'histoire de Mathieu et Thierry, vous pouvez aller sur Bubble aussi, il y a plus d'informations sur le livre. Et si vous aimez ces rencontres, la prochaine, ça sera jeudi, donc jeudi prochain avec Getz et Julien Monnier pour parler de leur série RIP chez Petit à Petit dont on parlait tout à l'heure. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt.